Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'un cas très particulier. Vous savez, si vous regardez les accidents cités sur ce canal et ailleurs, très souvent ils sont une composition entre des éléments techniques, une panne, une mauvaise maintenance, une mauvaise conception de quelque chose, ou des éléments environnementaux, une mauvaise météo par exemple. Et par là-dessus, on va rajouter un comportement de pilote. Un pilote fatigué, un pilote qui fait pas attention, qui fait des erreurs. Et tout ça va nous donner une tragédie. Aujourd'hui, on va voir un cas très particulier où 100% de l'histoire est facteur humain. On n'a pas de problème avec l'avion, on n'a pas de problème avec l'environnement. On a uniquement un problème avec l'équipage. Alors, c'est le vol Gulf Air 072 et nous sommes le 23 août 2000. Alors, ce vol, décollé en fin de journée du Caire, partait vers l'est, traversait le Sinaï, traversait l'Arabie Saoudite, et il arrivait dans l'aéroport international du Bahreïn. Il arrivait au Bahreïn, donc, et c'est un vol facile, il n'y a rien de particulier. L'avion est un Airbus A320, de très bonne facture. La météo dans cette région du monde pose rarement de problèmes, et ce jour-là, elle n'en posait pas. Et en fait, au moment où il arrive à l'approche, on a une situation qui est révélée par le CVR, l'enregistreur des conversations dans le cockpit, et des bruits dans le cockpit. Alors, le CVR révèle que le commandant de bord était en train de faire du one-man operations. Ça veut dire que le commandant de bord était en train de centraliser tout, de tout faire. Centraliser les décisions, il faisait tout. Et il reléguait, si vous voulez, le copilote avec lequel normalement il travaille en équipage, on ne dit pas équipage pour rien, il le reléguait en tant qu'observateur privilégié. À un moment donné, il laisse faire la radio quand même, il lui demande de parler à la tour de contrôle et demander la piste numéro 12. Pendant que le copilote parle à la radio, lui il reprogramme le système de l'appareil, et puis après il dit au copilote, t'as vu, t'as même pas eu le temps de réaliser, j'ai tout reprogrammé, tout seul. Donc en fait, alors qu'il doit travailler en équipage, en équipe, il fait quoi? Non seulement il fait les choses tout seul, il en est fier, et il prend même à témoin de sa virtuosité l'unique autre spectateur qu'il a dans ce cockpit, qui est le copilote. Donc une situation extrêmement malsaine. Toujours est-il que, avec son show qu'il fait au copilote, auquel il parle avec beaucoup de condescendance, il va laisser un petit peu échapper l'avion. L'avion va lui échapper. Ça veut dire qu'il perd la concentration sur le déroulé du vol. Et au moment où il ouvre les yeux, il voit que l'appareil est à 2000 pieds et qu'il croise à 313 nœuds. Une vitesse excessive. Les appareils, les avions dans cette région du monde, et dans beaucoup d'autres régions d'ailleurs, ont des limites. Et parmi les limites de vitesse, c'est le fameux 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds. Là, il est à 2000 pieds, et il va comme un missile à 313 nœuds. Toujours est-il que cette approche s'annonce mal. Il est trop rapide, la piste s'approche trop vite. Normalement, il ne pourra pas réaliser cette approche de manière réaliste. Il fait quoi? Il prend l'appareil manuellement, il va vers le bas et il tente à tout prix de atterrir. Au moment où il arrive à 1000 pieds, il est donc proche de la piste, il est à 1000 pieds, n'est-ce pas? Et proche, donc il est trop haut, anyway, il ne pourra pas atterrir, trop haut, à moins de foncer comme un missile, sur la piste, que certains ont fait, on en parlera dans d'autres vidéos. Il a 207 nœuds et l'avion n'est pas configuré pour l'atterrissage. Donc il n'y a plus moyen d'atterrir. La façon la plus saine de s'en sortir de cette situation, c'est faire une remise des gaz. Ça veut dire repartir, survoler la piste. Abu Dhabi, piste 12, la remise des gaz, c'est très simple, c'est monter au cap 120, donc littéralement dans le cap de la piste, et puis contacter le contrôleur aérien, qui probablement donnera des instructions pour faire demi-tour et revenir atterrir un peu plus tard. Le commandant de bord, avec tout ce qu'il a fait, avec toute la scène qu'il faisait au copilote, il n'a pas envie de faire une remise des gaz, parce que il va paraître un petit peu, bon voilà quoi, il n'a pas envie d'avoir
de voir un sourire narquois du copilote qui probablement intérieurement se marrerait de le voir rater son approche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'inventer une technique personnelle qui est de faire un virage de 360 degrés. Ça veut dire qu'il est là, et ce qu'il veut, c'est faire un virage de 360 degrés, donc un demi-tour complet sur place, faire un demi-tour. Et ce qu'il veut, c'est au sortir de ce demi-tour, que au lieu d'être à 1000 pieds, qu'il soit plus bas, qu'il soit peut-être à 300 ou à 250 pieds, et qu'il ait perdu de la vitesse, et qu'il ait configuré l'avion pour l'atterrissage. C'est quelque chose, c'est une hérésie. Dans les procédures d'approche aux instruments, il n'y a aucune manœuvre qui exige de faire 360 degrés. Ça n'existe pas. Et en plus, configurer un avion en faisant 360 degrés, en perdant de l'altitude et de la vitesse, c'est un truc de magicien à la base. Et encore, un pilote de type magicien ne se mettrait pas, pour commencer, dans une situation pareille. Donc, le gars, son idée, c'est faire ça. Son idée, c'est faire ceci. Ça, c'est la piste. Vous voyez ça de haut maintenant. Ça, c'est la piste. Ce qu'il veut, c'est partir comme ceci, faire demi-tour, reconfigurer l'avion, perdre de l'altitude, sortir le train d'atterrissage, sortir les volets et sortir ici. D'accord? C'est une hérésie. Il commence son virage, il tourne, et la prochaine fois qu'il croise l'axe de piste, il la voit à 90 degrés. Il la voit sur le hublot de gauche. Il voit la piste sur le hublot de gauche. Ça veut dire qu'il a fait 270 degrés, pas 360. Et donc, il n'y a plus moyen maintenant. Il n'y a plus moyen de rattraper. Parce que pour rattraper, il va falloir continuer à tourner. Et le problème, c'est que, voilà, il fait ça, il finit au-dessus de l'aérodrome. D'accord? Il y a plus moyen. C'est trop tard. Il est trop proche, trop bas. 90 degrés, il n'y a pas moyen. Donc, à ce stade, il décide de faire la seule chose possible, c'est de remettre les gaz. Donc, il va nous refaire une remise des gaz à 90 degrés de l'axe de piste. Ce qui est très très particulier comme remise des gaz, parce que s'il avait fait ça, je sais pas moi, à Francfort, avec des pistes en service parallèle, ou s'il avait fait ça dans des aérodromes, je sais pas, à Genève, avec des montagnes et tout ça, faire une remise des gaz à 90 degrés de la piste, c'est un coup en soi hyper dangereux. Toujours est-il que il n'a pas le choix. Il est à 300 pieds, 90 degrés de la piste, il met des gaz. Un autre problème va surgir. C'est que, et ça c'est Airbus a étudié pas mal d'approches ratées et pas mal de remises des gaz. Il y a un problème. C'est que quand l'avion est en approche, en général il est vers la fin de son vol, en général il est plus léger parce qu'il a consommé beaucoup de carburant en croisière, les réacteurs sont très puissants par rapport donc au poids de l'avion. Quand les gaz sont mis à fond, l'appareil, il part vers le haut, donc il va prendre de l'altitude très rapidement, prendre de la vitesse très rapidement. Donc il faut très vite, une fois que les gaz sont mis à fond, il faut très vite faire un certain nombre de gestes, c'est-à-dire rentrer les volets, tout du moins partiellement ou progressivement, rentrer les volets, rentrer le train d'atterrissage, garder l'avion bien cabré pour qu'il ne prenne pas trop de vitesse, et en même temps être prêt assez rapidement à réduire les gaz, parce que sinon, ça va finir à 10 000 pieds cette histoire. Donc, l'avion est un peu trop puissant pour lui, à ce stade. Et d'ailleurs, beaucoup de pilotes, parfois sur des remises des gaz en Airbus, ne vont pas jusqu'au bout, ne poussent pas les manettes jusqu'au bout, et à cause de cela, parfois, l'Airbus ne va pas en mode remise de gaz, parce qu'il n'ose pas partir à fond. Alors, toujours est-il que, sur cet Airbus de Gulf Air, il y a une accélération formidable qui arrive, la vitesse augmente, et vous savez, quand vous regardez un Airbus durant l'approche, ou même un Boeing d'ailleurs, il y a le bandeau de vitesse, à l'approche, il y a la vitesse minimale, sélectable, la VLS, et au-dessus, il y a une vitesse maximale, d'accord? C'est la VMO. Donc, il y a l'avion doit rester à l'intérieur de cet intervalle de vitesse. S'il est trop bas, il décroche. S'il est trop rapide, il va commencer à endommager la structure. Et en particulier lors de l'approche, comme les volets sont sortis et qu'ils sont fragiles, qu'ils ne
supporte pas des vitesses élevées, eh ben, une accélération trop brutale et trop rapide et peut mener assez rapidement à un excès de vitesse et donc à une alarme sur vitesse liée au volet. C'est ce qu'il va avoir. Il va avoir une alarme sur vitesse. Donc il y a une alarme qui se déclenche. Le commandant de bord est dans le désarroi le plus total. Il a voulu faire une approche facile par ailleurs, dans un aéroport extrêmement simple, par une météo parfaite, avec un avion 100% fonctionnel, et il a raté cette approche. Il a voulu la corriger par une recette personnelle, il a raté la correction. Maintenant, il veut remettre les gaz, et il a des alarmes, et sa remise des gaz ne semble pas tourner correctement. Donc en fait, dans sa tête, c'est littéralement, c'est diablerie. C'est soudainement, il est parti de... C'est la chute. Il est parti de... Il était dans le cockpit où il maîtrisait tout, où il était même très fier de tout maîtriser. Et en quelques minutes de temps, il ne maîtrise plus rien. Il sait pas trop ce que fait l'avion. Les alarmes sont de partout. Il est dans un endroit impossible. Il est en train de faire une remise des gaz à 90 degrés de la piste. C'en est trop. Donc, lorsque l'alarme se déclenche, il panique. Et il fait quoi? Il ne sait pas trop ce que c'est comme alarme. Il n'arrive pas à l'interpréter. Il n'arrive pas à lui donner du sens. Et sa réaction c'est quoi? C'est de prendre le mini-manche de son côté et de le pousser complètement. Il va pousser le mini-manche, mais totalement, à fond, en butée. Donc, il va pousser le manche. Et en fait, c'est assez surprenant que on voit souvent des pilotes ne pas pousser le manche en des moments où réellement il fallait le faire, où il sent, genre en décrochage par exemple, et il continue à tirer à tout prix. Et là, on a un cas où réellement il aurait fallu tirer le manche, et là, il va pousser. Donc, il va le mettre en butée, et pendant 11 secondes, il va pousser dessus. Pendant 11 secondes, il va être en butée, et l'avion, donc, il va piquer, il va prendre une vitesse formidable, les réacteurs sont à fond, les alarmes surgissent de partout. Il y a l'alarme de proximité du sol, qui normalement, même au pilote le moins éveillé, même le pilote le plus endormi, même le pilote sous influence, cette alarme, sachant qu'il est la nuit, pas très loin du sol, ou de la mer dans ce cas précis, et qu'il y a une alarme de proximité de sol, il faut tirer. Il faut tirer à fond. Lui, ce qu'il fait, c'est pas qu'il va tirer à fond, il va, pendant les 3 dernières secondes, il va juste un petit peu relaxer sa main sur le mini-manche. Ça signifie, au lieu d'être en train de pousser en butée, il pousse toujours, mais un peu moins qu'en butée. Le copilote assis à sa droite, il ne réagit pas du tout. Il n'intervient pas. Il aurait pu sauver cet avion, il aurait pu prendre le contrôle et sauver cet avion. Il n'en fera strictement rien. Ce qui devait arriver arriva. L'Airbus A320 va percuter la mer de plein fouet. 143 morts. 143 morts sur le coup. 100% donc des occupants de cet appareil trouvent la mort. L'appareil se désintègre dans une eau turquoise, transparente. Il n'y a que 3 mètres de profondeur à cet endroit. On voit les photos des secouristes qui ramassent les pièces. On voit que la profondeur est extrêmement faible. On voit le sable blanc. La mer a une température de 33 degrés. Et en fait, l'appareil est donc désintégré complètement. Plus tard, l'enquête réalisée par Airbus, en simulateur, mais aussi avec un vrai avion. Airbus, à un moment donné, ils vont ramener un vrai A320, le même modèle que celui qui est écrasé. Ils vont le ramener au même aéroport. Ils vont le mettre exactement à la même position, 90 degrés de la piste et à 300 pieds. Et ce que va faire le pilote d'essai, il va tout simplement mettre les gaz à fond et lâcher les commandes, ne rien faire. Vu que les gaz sont mis à fond, les 2 réacteurs, ça c'est un 747, les 2 réacteurs du A320 sont sous les ailes, ils vont faire en sorte que l'Airbus se cabre, et il se cabre et il va continuer à monter tout seul, sans intervention humaine. Ça veut dire que réellement, si ce pilote avait juste lâché tout et fermé les yeux, il les aurait ouverts, 1 minute plus tard, il serait peut-être à 3500 pieds,
avec un avion qui est en train de monter en toute sécurité en s'éloignant du sol. D'accord? Donc c'est clairement les actions délibérées du commandant de bord qui ont causé le crash de cet avion qui autrement n'avait aucun problème. Voilà, c'est un peu cher payé, c'est encore 3 morts quand même pour l'histoire. Mais voilà, ça montre un petit peu l'importance comment dirais-je, de l'harmonie dans le cockpit, du professionnalisme et du travail en équipage. En tout cas, ce genre de pilote, normalement, aujourd'hui, en 2022, sont éradiqués un peu partout, mais on peut quand même les retrouver dans des pays où il y a de fortes distances hiérarchiques. Ça veut dire que on est, je sais pas, si vous habitez en Europe, vous travaillez dans une entreprise, qu'elle soit aérienne ou autre, par exemple, le directeur ou votre manager ou autre, le plus souvent vous le tutoyez, le plus souvent si vous avez besoin de lui parler, vous lui envoyez un email ou vous l'abordez devant la machine à café ou vous allez à son bureau ou des fois c'est un open space, vous allez juste là où il travaille, prenez une chaise, vous la tirez, vous discutez avec lui, c'est aussi simple que cela. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays où il y a les distances hiérarchiques sont énormes. Ça veut dire que, par exemple, il y a des pays où si vous voulez parler à votre directeur, vous travaillez dans une unité quelconque, ou dans un hôpital, ou dans une entreprise, vous devez lui envoyer une lettre, ou un email, à lui ou à son bras droit, pour lui demander audience. Hein? Vous lui écrivez en lui disant « J'ai l'honneur de bien vouloir contacter votre haute bienveillance pour vous demander de condescendre à m'accorder une audience. » Audience qu'il vous accordera ou pas. Donc les distances hiérarchiques font que dans certaines cultures, la relation entre une personne et une personne plus élevée hiérarchiquement peut être extrêmement malsaine. Dans le cas d'un cockpit, cette hiérarchie est tellement élevée qu'on peut avoir des copilotes, voir un commandant de bord littéralement envoyer l'avion au sol et ne rien faire. Juste le laisser. Le laisser parce qu'ils ne pourront pas parler, ils ne pourront pas. Il y a eu un cas sur une compagnie, on en parlera à l'occasion, c'est une compagnie asiatique, où le commandant de bord faisait un circle to land, faisait un demi-tour basse altitude en allant vers une colline. Le virage se faisait à droite. Le commandant de bord ne le voyait pas de son siège. De son siège, il voyait plutôt des hublots, il voyait le sol. Le copilote regardait, voyait la colline venir, et il voyait que l'avion allait se la prendre, et il n'a rien dit. D'accord ? Tellement il était glacé par la hiérarchie. On trouve ça aussi souvent dans des cockpits russes, par exemple. Pareil. Où le patron, le pacha, on laisse faire ce qu'il veut, on dit rien, quoi. Voilà. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et on reviendra dans une autre. À bientôt.